Négociation de la dernière chance pour la crise irakienne. Le secrétaire général des Nations Unies en route pour Bagdad s'est entretenu ce soir avec le président Jacques Chirac à Paris. Le ministre de la Santé veut réduire la consommation des médicaments en France, pas seulement les tranquillisants mais aussi les antibiotiques, prescrits parfois de manière abusive. Mondial 98 de football, Bruxelles n'est pas d'accord sur la répartition des billets. Il y en a trop pour les supporters français, 65% du total. Nagano, naissance d'un géant, l'Autrichien Hermann Maier, double médaillé d'or du Super G et du slalom. Élection régionale, le débat du jeudi soir, Elisabeth Guigou, Jean-Louis Debré, le thème immigration, sécurité sociale. Madame, Monsieur, bonsoir. La crise irakienne, c'est une ultime négociation qualifiée de cruciale par le président américain Bill Clinton et Jacques Chirac qui va s'engager demain à Bagdad entre le secrétaire général des Nations Unies et le président Saddam Hussein. Cette rencontre de la dernière chance n'arrête en rien les préparatifs militaires américains, même si Washington n'a pas encore totalement convaincu l'Amérique du bien fondé d'une éventuelle intervention. En effet, les sondages effectués là-bas indiquent que si la population américaine est majoritairement d'accord pour une intervention militaire, elle s'interroge sur son résultat concret. C'est donc pour convaincre que 3 des principaux membres du gouvernement de Bill Clinton avaient été invités hier soir à un débat public retransmis, télévisé dans tout le pays. Mais le résultat n'a pas été celui qui était escompté. Washington, Maryse Burgot. Les visages sont très tendus. Ces 3 hauts responsables américains sont en train de passer un très mauvais moment. Madeleine Albright, secrétaire d'État, William Cohen, secrétaire à la Défense, et Sandy Berger, conseiller de Clinton, répondent en direct sur CNN aux questions du public sur la crise irakienne. Cet ancien combattant explique qu'il a déjà perdu son fils pendant la guerre du Vietnam. Il demande si cette nouvelle guerre permettrait, oui ou non, de se débarrasser de Saddam. Est-ce qu'on va envoyer des troupes et vraiment finir le boulot, ou est-ce qu'on le fera à moitié? Le public applaudit et Cohen ne peut évidemment pas répondre qu'il est pour l'élimination de Saddam. Ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas de renverser Saddam, pas de détruire son pays, mais de faire que les résolutions des Nations Unies soient suivies. Cet autre intervenant demande pourquoi le gouvernement fait une obsession avec Saddam Hussein alors que d'autres pays ne respectent pas les droits de l'homme. Pourquoi vend-on des armes à ces pays? Pourquoi les soutient-on? Pourquoi est-ce qu'on bombarde l'Irak quand ailleurs ils font la même chose? Madeleine Albright est décontenancée. Cet homme demande alors comment les États-Unis s'arrogent le droit moral de bombarder des civils. Cet autre intervenant, après avoir été évacué, va finalement réussir à s'exprimer. Clinton a dit que tout ce qu'il voulait, c'était envoyer un message à Saddam. Eh bien nous, les gens de Columbus dans l'Ohio et tout le monde aux États-Unis, nous ne voulons pas envoyer de messages avec des taches de sang aux Irakiens. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Si vous voulez en finir avec Saddam, alors traitez directement avec Saddam, pas avec son peuple. 3 Américains sur 4 se disent aujourd'hui favorables à une attaque contre l'Irak. Mais 62% d'entre eux disent aussi qu'ils ne comprendraient pas qu'on n'aille pas cette fois jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au renversement, voire jusqu'à l'élimination de Saddam Hussein. Une incompréhension très difficile à gérer pour un chef d'État démocratique comme Bill Clinton. Sur le terrain maintenant, c'est déjà là-bas la guerre des images. L'Irak montre sa bonne volonté en laissant filmer les sites contestés. Et dans le Golfe, l'armée américaine continue de se déployer pour bien prouver que l'opération Tonnerre du désert, c'est son nom, peut maintenant s'engager. Patrice Randen. L'armée américaine prend possession des lieux. Sur le tarmac de l'aéroport de Kuwait City, les avions déversent des centaines de soldats. Premier renfort d'un contingent de 6000 hommes attendus dans l'Émirat. Réflexe, la prise en charge du matériel entreposé sur place depuis la guerre du Golfe en 1991. Ensuite, ces hommes se déploieront dans le désert. Nous sommes ravis de les accueillir, martèle cet officier, sûr de la supériorité américaine dont le Pentagone, de son côté, souligne qu'elle est sans faille. Démonstration. Un bombardier B-2 décolle de la base américaine d'Arlington. Il bénéficie d'un système de guidage par satellite. Cible localisée, cible détruite. Précision, fiabilité et sécurité pour le pilote, se félicitent les Américains qui préviennent, par rapport à 91, 24 satellites supplémentaires gravitent autour de la Terre.
Propagande pour propagande, voici la livraison irakienne. Bassora, la deuxième ville du pays, arme ses habitants dans une gestuelle qui confine au dérisoire. Bassora, maintes fois meurtri par la guerre, Bassora, symbole d'un pays exsangue pour cause d'embargo, Bassora donc pose en victime annoncée devant les caméras. Bien sûr, j'ai peur, comme tout le monde ici. L'avenir immédiat se joue plus au nord, à Bagdad, entre espoir et crainte. D'un côté, l'évacuation du personnel de l'ONU, prié de se mettre à l'abri, semble annoncer l'imminence d'une attaque. De l'autre, l'arrivée de 2 émissaires onusiens qui précèdent Kofi Annan indique que la diplomatie souhaite encore s'exprimer. La dernière chance d'éviter une opération militaire repose donc désormais sur les épaules du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Il sera demain à Bagdad après un crochet ce soir à Paris où il a rencontré le président de la République. Kofi Annan estime avoir une marge de manœuvre suffisante pour négocier là-bas. Après leur entrevue, Jacques Chirac et le secrétaire général des Nations Unies ont fait une très courte déclaration à la presse. Le président français a d'abord commencé à dire qu'il répétait les conditions posées à l'Irak dans cette négociation. J'appelle en tous les cas l'Irak à accepter les propositions qui lui seront faites par le secrétaire général de l'ONU, car ce sont en réalité les propositions de la communauté internationale tout entière. Et je sais que M. Kofi Annan fera de son mieux pour préserver la paix. J'espère que je serai en position de convaincre le président Saddam Hussein d'accepter certaines propositions que je lui ferai, d'éviter qu'il y ait une frappe militaire. Sur place dans la cour de l'Élysée, Philippe Arroir. Philippe, la France veut toujours croire aux vertus de la diplomatie, même si sur le fond il ne faut pas se tromper. Paris est d'accord avec Washington pour dire que Saddam Hussein doit laisser entière liberté aux inspecteurs des Nations Unies dans son pays. C'est donc lui qui est en tort pour le moment, Philippe. Oui, ce qui est important, Daniel, vous voyez, c'est que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents, soient unanimes pour demander à Saddam Hussein de permettre l'inspection des sites présidentiels. Bien sinon, il y aura des frappes militaires. Ça, c'est le fond du problème et c'est la mission de Kofi Annan. Alors c'est vrai que la France a toujours été en pointe dans la recherche diplomatique d'une solution, parce que il faut bien dire que s'il y a des frappes militaires, ça ne va pas résoudre grand-chose. D'abord, l'Irak, même vaincu, va se renfermer sur elle-même, elle va couper tout lien avec l'ONU, elle va expulser tous les experts de l'ONU et on ne pourra plus rien contrôler du tout et elle pourra faire tout ce qu'elle veut, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est important, c'est de détruire les armes suspectes. Deuxièmement, Saddam Hussein va se poser en martyr du monde arabe et l'opinion arabe va le suivre en colère contre les États-Unis, inflexible avec l'Irak alors qu'elle est indulgente avec Israël qui bloque le processus de paix. Et puis troisièmement, cela va brouiller le jeu diplomatique. Les États-Unis, la Chine, qui sont contre les frappes militaires, seront en froid avec les États-Unis. Donc il vaut mieux une option diplomatique, mais s'il y a une option militaire, s'il y a des frappes militaires, ce sera de la faute de Saddam Hussein, il sera le seul responsable, lui et son entêtement à ne pas respecter les résolutions de l'ONU. Merci Philippe. Au premier rang des pays, vous l'avez dit, qui s'inquiètent d'un conflit éventuel, Israël. Aujourd'hui, dans les territoires palestiniens, près d'Hébron, des groupes de jeunes, vous les voyez, ont brûlé les drapeaux américains et israéliens et se sont affrontés avec l'armée israélienne. Répétition de ce qui s'est passé en 1991, les États-Unis acheminent vers Israël des renforts en matériel militaire et les Israéliens continuent de se mobiliser et de se prémunir contre une éventuelle attaque de missiles irakiens. Jérusalem, Charles Anderlin. Il y a d'abord la protection divine. 15 rabbins kabbalistes ont loué un avion et fait hier 7 fois le tour de l'espace aérien israélien en récitant des prières spéciales anti-Saddam. Pour les orthodoxes, cela devrait suffire à assurer la sécurité du pays. Mais l'armée, la défense passive font pour leur part appel à des moyens plus conventionnels. Les kits anti-gaz périmés sont remplacés, de nombreuses stations de distribution ont été mises en place. Ici, pour les diplomates étrangers qui ont l'intention de rester en Israël dans les jours qui viennent. Mais on espérait peut-être avoir une petite séance de formation, là, ici même, mais malheureusement, je ne crois pas. Des centaines de milliers de masques à gaz doivent être encore distribués, notamment aux Palestiniens de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, ainsi qu'aux touristes étrangers. Ces préparatifs devraient être terminés dans le courant de la semaine prochaine.
Après, les dirigeants israéliens comptent sur la dissuasion. La riposte à toute attaque non conventionnelle sur Israël sera, disent-ils, massive. En France, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, sensibilise et mobilise les Français pour qu'ils réduisent leur consommation de médicaments. Nous sommes en effet, il faut le savoir, les plus gros consommateurs en Europe. Cela va des tranquillisants aux antibiotiques, par exemple. Rien que dans les pharmacies, il s'est vendu l'an dernier 100 millions de boîtes d'antibiotiques pour une valeur tout de même de 4 milliards de francs, ce qui pèse bien sûr sur les comptes de la sécurité sociale. Pour Bernard Kouchner, on peut réduire cette utilisation par trop systématique des antibiotiques, notamment chez les jeunes enfants. Jean-Daniel Fézaquier, Didier Rancoeur. La nuit, Jérémy tousse et mouche. A priori, c'est une infection causée par un virus, mais il y a toujours le risque de voir une bactérie venir surinfecter les bronches. Alors pour Jérémy, ce sera radiographie et antibiotiques pendant 10 jours, une prescription habituelle pour un enfant. Ah oui, tu sais ça. Chez les individus dits fragilisés, c'est-à-dire finalement aux extrémités de la vie, tout le monde le sait, c'est-à-dire l'enfant et le vieillard, on est bien obligé d'être beaucoup plus prudent, ça c'est clair, bien sûr. Et vous prescrivez plus d'antibiotiques dans ces périodes de la vie que chez l'adulte? Je ne prescris pas plus, mais j'ai la main peut-être plus facile à l'antibiotique. Mais cette attitude raisonnée et prudente n'est pas la règle générale. En France, jusqu'il y a peu, la prescription d'antibiotiques augmentait régulièrement de près de 4% par an. Dans cette pharmacie, par exemple, on constate la présence d'antibiotiques sur plus d'un tiers des ordonnances. Moi, je trouve qu'on consomme beaucoup d'antibiotiques. Et beaucoup ou trop? J'aime beaucoup trop. Non, c'est vrai, il y a de plus en plus. Ouais, de plus en plus. Et d'ailleurs à des doses importantes aussi, je trouve, notamment chez les enfants, je trouve que les doses sont quand même importantes. Il y a aussi les parents qui demandent. Un enfant qui a de la fièvre ne sera pas pris à la crèche et la maman risque de perdre des journées de travail. Alors on demande au médecin un antibiotique. La demande, elle existe. Quand cette demande existe, je suis très mal parce que j'ai dit, écoutez, vous voulez un antibiotique, je veux bien, mais contre quel germe? Parce que moi je trouve pas de germe, alors je donne un antibiotique contre quoi? C'est le problème. Et vous dites toujours non ou vous êtes arrivé de craquer? Je vous ai dit, en principe j'ai un sale caractère, je dis souvent non, mais il m'est arrivé de craquer, oui, bien sûr, tout à fait, comme tout le monde. Le rhume d'Esther n'est pas méchant, le traitement sera simple, sans antibiotiques, et Esther est aux anges. Actuellement, elle est au biberon. La clinique du sport à Paris vient d'être placée en redressement judiciaire, une décision qui intervient après l'affaire du mois de décembre dernier, la découverte d'une quarantaine d'infections dues à la réutilisation de matériel jetable dans cette clinique. Jean-Marie Le Pen devant le tribunal correctionnel de Versailles pour une affaire remontant à la dernière campagne pour les élections législatives. Il est accusé de violence et injures à l'égard de la candidate socialiste de Mantes-la-Jolie. Mais ses adversaires politiques se retrouvent également accusés d'entrave à la liberté de circulation et injures à son égard. Valérie Hermite, Rémi Poissonnier. À la fois victime et prévenu, Jean-Marie Le Pen est arrivé discrètement au palais de justice de Versailles avec sa vision du procès. En période électorale, de la part du gouvernement socialo-communiste, il faut s'attendre à tout, à toutes les manipulations. 2 jours de procès pour comprendre plus d'1 heure d'incident. C'était le 30 mai dernier à Mantes-la-Jolie. Jean-Marie Le Pen était venu soutenir sa fille durant les législatives. Mais très vite, la campagne avait tourné à l'affrontement entre membres du Front National et contre-manifestants. Qui a frappé qui? Le Front National, durant toute l'audience, a maintenu avoir été le premier agressé, ne répondant qu'en tant que victime. À qui fera-t-on croire que l'avant-veille de la clôture du scrutin, Jean-Marie Le Pen aurait délibérément agressé quelques dizaines de manifestants de gauche et d'extrême gauche? Tout juste, Jean-Marie Le Pen reconnaît-il avoir effleuré le corsage d'Anne-Marie Pelvaste, maire socialiste de Mantes-la-Jolie. Malgré les images, certains membres du Front National ont nié les autres violences à l'encontre de leurs opposants. Il y a bien là un espèce de lien complètement concret entre les idées qu'il prône à longueur d'antenne de haine et puis ce comportement soudain, brutal, méchant qu'il a développé dans cette manifestation à Mantes-la-Jolie. Pas de débat idéologique durant cette audience. Pourtant, l'enjeu est clairement politique. Pour Jean-Marie Le Pen, démontrer qu'il est un élu harcelé. Pour les contre-manifestants, démontrer qu'il est le seul chef de parti français à s'impliquer dans une bagarre durant une campagne. Au procès de Maurice Papon, on a abordé aujourd'hui le passé de résistant dont se prévaut l'ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde pendant la guerre. Un passé contesté par les partis civils, mais confirmé par une série de témoins cet après-midi. Dominique Verdeillan, Patrick Deschmecker.
Image symptomatique. Un proche des victimes s'en prend nerveusement à un témoin de la défense qui récemment encore a reçu des menaces s'il témoignait. Dire que Maurice Papon fut résistant ne plaît pas à tout le monde. Alain Perpeza fut membre du réseau Jade Amicole, dont se revendique Maurice Papon. Et l'homme confirme les dires de l'accusé. Papon nous a fourni des papiers d'identité, des vêtements, des renseignements d'ordre économique et politique. Il a été un résistant. Absolument pas pour moi. Le reste de l'ergotage, c'est tout ce que vous voulez. À partir de quand vous entendez parler de Maurice Papon? Ah, mais je vous l'ai dit, depuis mars 43. Mais c'est sûr que depuis mi-42, il a travaillé pour nous. Ça, c'est sûr. Les partis civils s'étonnent que Maurice Papon n'avait pas de numéro. Ça n'existe pas, ça, le numéro. Ça n'existe pas. Moi, j'en avais un parce que j'étais un officiel. Plusieurs documents attestent de l'appartenance de Papon à la résistance, précise Christian Souillac, fils du chef du réseau. Maurice Travers, historien du réseau, accuse le juge d'instruction chargé du dossier Papon. Il voulait que je lui dise que l'accusé avait bénéficié de certificats de complaisance pour la résistance. Seule, Élise Mia est plus réservée. Mon mari a toujours émis des doutes, dit-elle. Le nom de Papon n'a jamais été prononcé devant lui. Voici bien longtemps que Maurice Papon n'avait pas passé une aussi bonne journée dans le box. L'accusation aura beau jeu de souligner qu'il a fallu 14 ans pour que l'accusé obtienne sa carte de résistant. Mais les jurés sont confrontés ce soir à une question désormais essentielle dans ce procès. Peut-on à la fois être résistant et coupable de crimes contre l'humanité? Le suspect arrêté à Londres dans le cadre de l'enquête sur le tueur en série de l'Est parisien a été finalement innocenté, puis relâché. Dans cette affaire, les policiers poursuivent un travail de fourmi. La Commission européenne de Bruxelles avertit la France que le système de distribution des billets de la prochaine Coupe du Monde de football pourrait se révéler discriminatoire. Pourquoi politique et football se rejoignent-ils? Tout simplement parce que les organisateurs ont décidé de conserver pour les spectateurs français 65% du total des billets, ce qui laisse très peu de possibilités pour les spectateurs étrangers. Philippe Bisserias, Frédéric Pasquet. Le premier match de ce groupe sera la Belgique contre les Pays-Bas. C'est l'un des hasards du tirage au sort de la Coupe du Monde. En juin prochain, les Pays-Bas rencontreront la Belgique, un match très attendu. Pays-Bas-Belgique, un derby qui draine habituellement un public immense. Mais cette fois-ci, problème. Le comité français d'organisation, sur recommandation de la Fédération internationale de football, ne devrait attribuer que 6 000 places pour les Belges et 6 000 pour les Hollandais, alors que le match se jouera au Stade de France qui compte 80 000 places. En Belgique, les autorités ont immédiatement constaté la naissance d'un important marché noir. Il y a même des firmes qui se sont présentées chez nous, qui peuvent nous offrir 10 000 billets pour ce match, justement, à une valeur qui est 5 fois plus élevée que la valeur nominale du ticket. Cet homme n'a officiellement aucune autorisation pour vendre des billets pour la Coupe du Monde, mais il s'en passe bien. Nous sommes à Bruxelles. Kort Knigge, homme d'affaires hollandais, prétend avoir déjà vendu plusieurs milliers de billets pour le match Belgique-Hollande. Il se serait approvisionné sur un marché parallèle, probablement en France. Lui-même n'en est pas sûr. Je pense qu'ils viennent de France, mais je n'en suis pas sûr à 100%. J'ai seulement demandé à mes contacts de garantir que c'était de vrais billets. Et ils sont vrais? Oui, je suis sûr qu'ils sont vrais, sinon je n'en vendrais pas. D'après ce revendeur, les billets proviendraient d'une agence de voyage située en France. Ils auraient donc été achetés sur le marché français puis revendus à l'étranger avec une grosse plus-value. Cette agence, la voici, elle se trouve à Paris, mais son directeur, joint au téléphone aujourd'hui, dément ces affirmations. Ce monsieur, je ne l'ai jamais rencontré et je ne l'ai jamais vu. Je ne vends pas de tickets pour la Coupe du Monde. Le comité français d'organisation de la Coupe du Monde a déjà lancé des dizaines de procédures judiciaires pour lutter contre le marché noir. Ici, on suit attentivement chaque dossier suspect. Aujourd'hui, personne ne peut avoir 10 000 billets sur un match de la Coupe du Monde, en tout cas pas les tours opérateurs. Donc ça, c'est très grave, parce que cela veut dire qu'un spectateur de bonne foi qui achète des billets risque de ne jamais les recevoir. Mais la Commission européenne reproche aux organisateurs français d'avoir créé eux-mêmes une telle situation. Ils auraient commis une faute en accordant un pourcentage trop élevé de billets pour le public français, 60% environ, et trop faible pour les autres pays qualifiés. Cela aurait favorisé le développement du marché noir en Europe. Bonne nouvelle, l'économie française se porte mieux, au moins au niveau statistique. L'INSEE indique que l'investissement industriel pourrait progresser de 10% en 1998 de manière globale en France. Pour ce qui concerne les grands groupes industriels, selon une autre étude, il faut remarquer que ces investissements passés et à venir
se font majoritairement hors du pays. Pascal Golomer, Mathieu Huchet. Elles sont 65 à avoir répondu à cette enquête de la banque Natixis. Les 65 plus grosses entreprises françaises dans tous les secteurs, à l'exception de la finance. Et à les écouter, le climat dans les affaires est au beau fixe. Leur chiffre d'affaires global était en hausse de 6,5% l'an dernier. C'est beaucoup mieux que prévu. 98 s'annonce aussi comme un très bon cru. Et pourtant, ces grands groupes ne créent plus d'emplois en France. La France où ils investissent de moins en moins d'argent. La courbe de ces investissements, en bleu, ne suit plus du tout celle du chiffre d'affaires, en rouge. Moins 17% entre 94 et 97. Alors que dans le même temps, les investissements de ces mêmes entreprises à l'étranger bondissent de 62%. Car c'est à l'étranger que Renault ou Peugeot préfèrent s'implanter pour tenter de conquérir le monde, comme beaucoup d'autres entreprises françaises. Donc si elles se consacrent à l'international, c'est pas pour abandonner la France. C'est tout simplement parce qu'elles veulent mettre à niveau les usines qu'elles ont achetées dans le monde entier depuis une dizaine d'années et que d'autre part, elles continuent dans une stratégie mondiale à conforter leur implantation internationale. Toyota, Honda et Yokoso. Pendant ce temps, Toyota annonce en grande pompe la construction d'une usine à Valenciennes. Et le constructeur japonais n'est pas seul. Les étrangers investissent de plus en plus en France. 49 milliards de francs en 90, 118 milliards en 96. Ces capitaux ont permis de créer ou de maintenir près de 23 000 emplois en un an. Les Japonais viennent donc en France, les Français vont au Brésil. Tous ont la même stratégie, aller là où ils sont encore absents pour s'imposer sur un marché devenu mondial. Et puis encore Renault qui annonce ce soir pour cette année le départ de 1500 salariés et le reclassement à l'intérieur du groupe de 1200 autres. Retour sur Terre pour le spationaute français Léopold Eyarts qui vient de passer 3 semaines dans la navette spatiale russe Mir. Atterrissage sans problème. Romain Lebenan. La célèbre capsule Soyouz, une sphère de quelques mètres cubes, aux parois brûlées lors de la rentrée dans l'atmosphère, à plus de 20 000 km/h. Un moyen de transport plutôt inconfortable, paraît-il. Le français Léopold Eyarts et les 2 cosmonautes russes y sont restés engoncés pendant près de 4 heures ce matin. C'est la durée du retour sur Terre. Un atterrissage à 10h15, en pleine tempête de neige, tout près du petit village d'Arkalik, dans le nord du Kazakhstan, et à seulement quelques kilomètres de la zone de retour prévue. À cause des mauvaises conditions météorologiques, la récupération de l'équipage a pris quelques heures de retard. Mais les hommes vont bien, malgré les apparences. Le Français a même pu participer, il y a quelques minutes, à Moscou, à la cérémonie du pain et du sel en guise de bienvenue. Dans la famille Eyarts, tout va bien. Très bon, je suis contente d'être récupérée. Côté bilan, la mission Pégase est un succès, même si l'expérience sur les vibrations à bord de Mir a dû être abandonnée à cause d'une panne électronique. Les 4 autres missions, et notamment celle sur la reproduction en apesanteur avec des pleurodèles, ont toutes été menées à terme. Les 2 collègues de Léopold Eyarts ont eu droit eux aussi aux félicitations. Anatoly Soloviev et Pavel Vinogradov avaient rejoint Mir en août dernier pour réparer la station. C'était la saison des pannes à répétition. Mir, désormais opérationnel, fêtera demain ses 12 ans. Les Jeux Olympiques d'hiver maintenant, pas de médaille en vue aujourd'hui pour la France, et même une très forte déception puisque le relais féminin du biathlon n'a réussi qu'à prendre la 8e place alors que ce relais féminin avait remporté cette compétition à Albertville puis à Lillehammer. Les Jeux Olympiques d'hiver de Nagano avec la confirmation encore du champion autrichien Hermann Maier qui, après avoir remporté le Super G, a réussi le doublé en empochant la médaille d'or du slalom géant. Laurent-Frédéric Bollet, Alain Poirier. Mais déception pour Tomba l'Italien. Quand on est une star, figurez-vous, on a droit à des égards. Il y a donc du soleil et la foule des grands jours. Et si 20 000 Japonais se déplacent et font la fête, ça n'est que pour un seul homme. Un homme qui est un feu d'artifice à lui tout seul, nous avons nommé Sa Majesté Alberto Tomba. Mais pour le moment, 1 heure avant la course, le champion est indifférent aux cris de ses supporters. Ils sont pourtant venus de loin et ils donnent de la voix. Mais non, rien à faire, un rendez-vous olympique c'est trop important. Alberto laisse donc ses fans parler de lui dans toutes les langues. C'est le numéro 1. C'est un showman. Et moi, il m'amuse beaucoup. Il est très bien. Tomba, il est toujours champion quelque part. C'est le meilleur. Alors, drame à Nagano. La fatalité aura voulu qu'Alberto tomba.
Dans les tribunes, la colonie italienne n'en croit pas ses yeux. Oh, vous savez, c'est pas grave, c'est toujours lui le plus grand champion. Et puis pour nous, c'est avant tout un ami. À quelques mètres, dans les tribunes, une autre colonie prend alors le relais. 10 ans après les 2 médailles d'or de Tomba à Calgary, c'est sans doute son successeur qui fait la même chose à Nagano. L'Autrichien Hermann Maier est bien le meilleur. Après le Super G, il remporte le géant, une victoire qui sonne comme une passation de pouvoir. Élection régionale, le débat du jeudi soir. Arlette Chabot, Alain Duhamel reçoivent ce soir Elisabeth Guigou, Jean-Louis Debré sur le thème de l'immigration et de la sécurité. Merci. Alors avant de venir au débat des régionales, un mot évidemment à propos d'Irak. Il y a un accord entre le gouvernement et le président de la République. Alors cet accord est-il durable et au-delà, y aura-t-il aussi unité entre la majorité et l'opposition, Elisabeth Guigou? Le président de la République et le gouvernement ont, dans toute cette crise, conjugué leurs efforts pour faire aboutir une solution diplomatique. Le président de la République a reçu le ministre des Affaires étrangères irakien. Ce soir, M. Kofi Annan, qui part à Bagdad pour tenter faire une dernière tentative diplomatique. Voilà, nous croyons tous, nous espérons tous que cette mission de paix va réussir. Et puis, si elle échoue, eh bien, le gouvernement et le président de la République se concerteront pour déterminer l'attitude de la France. Jean-Louis Debré. Moi, je crois qu'il faut souligner les efforts faits par le président de la République depuis des semaines pour faire reculer la guerre. Et je souhaite que le gouvernement et tous les Français se rassemblent derrière le chef de l'État pour faire en sorte qu'on ne retrouve pas dans cette partie du monde un conflit qui ne servira à aucun pays. Il faut éviter la guerre et il faut éviter une intervention militaire. Alors l'immigration, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, à tous les deux, qui passionne les Français. Jean-Louis Debré, c'était quand même normal que la gauche veuille changer les textes en arrivant. Oui, mais la gauche, c'est le ministère de la parole. Parce que dans ce domaine, elle dit qu'elle veut lutter contre l'immigration irrégulière et en réalité, elle ne fait rien. Il faut bien voir qu'en l'espace de 20 ans, l'immigration en France a changé de nature. Il y a 20 ans, 55% des étrangers qui venaient en France venaient de l'Europe. Aujourd'hui, ils viennent du reste du monde. Il faut bien voir que cette immigration, qui était une immigration de travailleurs, de gens qui voulaient s'intégrer, c'est devenu progressivement une immigration d'ayants droit. Or, depuis que la gauche est au pouvoir, elle nous dit qu'elle veut lutter contre l'immigration illégale et en réalité, elle ne lutte pas. Je voudrais prendre quelques exemples. Le ministère de l'Intérieur a fait une circulaire au mois de juin pour essayer de régulariser les personnes qui étaient en situation illégale. Il en a régularisé un grand nombre, mais aujourd'hui il y a 15 000 personnes qui ne sont pas régularisables. Et ça fait 6 mois qu'ils sont sur le territoire français. Vous êtes ministre de la Justice, donc ministre du respect de la loi. Quand ces 12 000 personnes vont-elles partir? Ça fait 6 mois qu'elles sont là. Voilà un exemple précis. Autre exemple précis. Lorsque nous étions au gouvernement, nous avions décidé, pour éviter les fraudes, parce qu'il y a beaucoup de fraudes, notamment sur les cartes de sécurité sociale, de mettre les photos puis les empreintes. Pour éviter la fraude, le gouvernement socialiste a décidé qu'il n'y aurait pas de photos sur les cartes de sécurité sociale. Alors on nous dit c'était impossible. Non, c'est possible, puisque j'ai ces cartes, elles ont la photo. Vous voulez faire en sorte qu'on continue à frauder. Vous êtes ministre de la loi, pourquoi tolérez-vous ces manquements à la loi? La République que nous servons tous, c'est un régime dans lequel la loi est la même pour tous, quelle que soit son origine. Moi, je voudrais d'abord dire, Monsieur Debré, que si nous avons proposé cette nouvelle loi, c'était pour solder le passif de votre gestion. Avec la loi Debré, vous avez créé des situations inextricables pour des dizaines de milliers de personnes qui étaient ni expulsables, ni régularisables. Vous me permettez de vous arrêter une seconde. Ce n'est pas ma loi, c'est la multiplication des modifications
y compris celles de la gauche, des ordonnances de 45, puisqu'elles ont été modifiées 27 fois, et c'est la multiplication de ces 27 modifications qui a rendu un certain nombre de situations difficiles, que j'avais réglées, contrairement à ce que vous dites, que j'avais réglées dans la loi de 96, c'est pas ma loi, c'est la loi de la République, et notamment pour les enfants de parents étrangers. Donc c'était réglé. Quand nous sommes arrivés, nous avons par conséquent défini des critères, nous avons voulu régler ces situations. Ne plus avoir ces dizaines de milliers de clandestins et de sans-papiers chez nous, justement, qui vivaient chez nous hors la loi, où des femmes pouvaient accoucher sans déclarer leur enfant, ces enfants qui n'avaient aucune identité parce que justement ils étaient hors la loi. Pour apurer cette situation, nous avons présenté en effet une loi qui consiste à dire, eh bien, nous allons maintenant clarifier les choses, on ne pourra plus être ni expulsable ni régularisable. Il y a 150 000 dossiers, ils sont en train d'être réglés et ceux qui ne seront pas régularisables seront reconduits à la frontière. Ce projet de loi, le ministre de l'Intérieur a annoncé à l'Assemblée qu'il y avait déjà 15 000 personnes qui n'étaient en aucune façon régularisables malgré les nouveaux critères. Depuis 6 mois, ces gens sont en France. Et vous ne les faites pas partir. Vous savez que depuis que vous êtes au pouvoir, Debré, madame... Si vous m'écoutez, je vous écoute, une seconde. Bon, très bien. Je vais pouvoir vous répondre. Mais vous ne répondez pas quand ils seront reconduits à la frontière et nous avons la volonté à la fois de faire respecter la loi de la République et de le faire avec dignité et humanité. La deuxième chose que nous avons fait avec ce projet de loi sur l'immigration, c'est que la France étant soumise à des pressions migratoires qui sont extrêmement fortes parce que nous sommes un pays riche, nous avons voulu en effet maîtriser les flux migratoires, mais les maîtriser de façon efficace, en disant nous allons nous donner les moyens d'arrêter l'immigration irrégulière, en augmentant en effet la rétention administrative, en faisant en sorte qu'on soit plus efficace sur les reconduites à la frontière. Par exemple, j'ai fait en sorte que pour les étrangers qui sont en situation irrégulière et qui sont dans les prisons, qui finissent de purger une peine, on soit sûr que contrairement à ce qui se passait avant, quand vous étiez là, ils ne puissent plus sortir, ils sortent de la prison, ils sont directement reconduits à la frontière. Nous avons généralisé ce système. Non mais vous pouvez répéter ça comme ça. Non mais vous dites que vous êtes plus efficace. Vous devriez m'écouter jusqu'au bout. La deuxième chose que nous avons décidé de faire, la deuxième chose que nous avons décidé de faire dans ce projet de loi, c'est en effet de faire en sorte que les étrangers que nous souhaitons accueillir chez nous, c'est le cas des étudiants, c'est le cas des savants. Vous savez qu'il y a un savant russe, un des 2 ou 3 plus grands mathématiciens du monde, M. Vladimir Arnold. Il a fallu, lorsque vous étiez ministre, que ce soit une intervention personnelle du président de la République qui lui permette d'avoir un titre de séjour pour venir enseigner à Nanterre. Alors moi, voyez-vous, M. Debré, je crois au rayonnement de la France, je crois à la francophonie, je crois qu'on a intérêt à accueillir des étudiants étrangers, qu'on a intérêt à accueillir des savants étrangers sur notre sol, à ne pas les soumettre à des tracasseries administratives, de sorte qu'ensuite, ils vont aux États-Unis et ils sont ensuite perdus pour la diffusion de notre culture et de nos valeurs. Oui, madame, moi, je vous écoute et je constate que vous êtes effectivement le ministère de la Parole. Depuis que vous êtes au pouvoir, 20% de reconduite en moins aux frontières. C'est une réalité. Alors vous dites qu'on va reconduire les gens. Non, on ne les reconduit plus. 20% en moins. Vous ne me répondez pas sur la carte de sécurité sociale et vous ne me répondez pas sur les gens qui sont aujourd'hui en situation illégale depuis 6 mois, reconnus, admis par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur. Et depuis 6 mois, ces gens-là sont là. Alors on nous dit, depuis 6 mois, on va leur envoyer une lettre. Les postes marchent bien en France. Mais 6 mois pour les prévenir qu'il faut qu'ils partent, ils sont toujours là. Puis après, on nous a dit, ils ont vocation à partir. Mais ils sont depuis 6 mois vocation à partir. Vous allez les garder longtemps? Il faut respecter la loi. Moi, j'aime mon pays comme vous. Et ce pays a une grande tradition d'intégration des étrangers. Mais à une condition, c'est que ces étrangers respectent la loi. Et si nous voulons lutter contre le racisme, contre la xénophobie, il faut favoriser ceux qui sont en situation légale et il faut être intransigeant à l'égard de ceux qui sont en situation illégale. Pourquoi vous ne me répondez pas non plus sur la carte de sécurité sociale? Vous savez très bien, et tout le monde le sait, ça a été dénoncé par tous les rapports, qu'il y a une fraude à la sécurité sociale, parce qu'on se passe la carte. Nous avions décidé de mettre la photo, et dans un deuxième temps, nous avions décidé de mettre l'empreinte. Pourquoi avez-vous décidé de revenir sur ces décisions? Alors, Madame Guigou. Je vais peut-être en effet pouvoir répondre à ce déferlement.
Ce que nous faisons, mais laissez-moi parler, ce que nous faisons, c'est que nous souhaitons traiter avec dignité et humanité ces personnes. Elles sont en situation irrégulière chez nous, elles devront partir et elles partiront. Ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est d'abord des aides au retour. C'est ensuite de faire en sorte avec les pays d'où elles viennent, qu'en effet ils puissent rentrer dans de bonnes conditions. C'est de faire en sorte que, de faire en sorte que ces personnes puissent être persuadées de partir. Et s'ils ne le sont pas, eh bien à ce moment-là, les préfets prendront des arrêtés de reconduction à la frontière et ils seront reconduits, comme vous l'avez fait, mais pas par des charters, Monsieur Debré, parce que ça c'est inefficace, nous le savons, et qu'en plus c'est dangereux, y compris pour les forces de police. Tout le monde se souvient que nous avons eu des policiers qui ont été malmenés pendant ces reconduites. Lorsque vous étiez là, il y en a eu un qui a perdu un œil. Alors ce que nous souhaitons faire, nous, c'est être justement à la fois humain et efficace, et tous les étrangers qui sont en situation irrégulière chez nous seront reconduits à la frontière. Monsieur Debré, excusez-moi, non mais attendez un instant. Vous répondez à Madame Guigou, et ensuite on enchaîne sur la sécurité, et sur la sécurité... Je vais répondre en remarquant simplement que vous ne m'avez pas répondu sur la sécurité sociale et que vous, depuis 6 mois, vous nous dites qu'ils ont vocation à partir, et je vous dis non, ils n'ont pas vocation, ils n'ont pas parti, puisque vous avez 20% en moins de reconduite effective à la frontière. Ils partiront, Monsieur Debré, et je dois dire que vous ne devriez pas faire le fanfaron, parce que vous nous avez laissé 150 000 personnes qui n'étaient pas expulsables ou irrégularisables. Calmez-vous, c'est pas moi qui les ai laissés, c'est la loi que vous aviez modifiée à plusieurs reprises. Mais je veux dire, en ce qui concerne les charters, je ne sais pas si vous avez pris déjà l'avion. Moi, je préfère, pour la dignité des individus, que ceux qui repartent chez eux, parce que c'est un drame humain, le repartent à l'abri des regards des passagers. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, quand on voit dans le fond des gens qui sont reconduits à la frontière, avec des menottes aux mains, au milieu de tous les passagers qui les regardent. Eh bien, moi, je préfère, pour leur dignité et pour le respect de la personne humaine, qu'on les fasse partir discrètement. Mais vous ne voulez pas les faire partir, et tout le monde le sait. Vous dites un mot, parce que je vous parle de la sécurité. Quand le Premier ministre fait une déclaration à Bamako et qui dit être en situation irrégulière en France, ce n'est pas un délit. Il se trompe, naturellement, mais ça montre bien que vous n'avez pas la volonté de lutter contre l'immigration illégale. La sécurité. On a beaucoup parlé évidemment des violences dans les banlieues, dans les grandes villes, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas, au moins sur ce point, oui ou non, que la gauche a évolué ces derniers mois? L'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes donne un bon point à la gauche ou pas? Mais je crois que les Français ont pris conscience, la gauche comme la droite, il y a quelques années, du problème des banlieues et de la nécessité absolue de lutter contre la délinquance des jeunes. Je me souviens, lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, j'ai fait une déclaration disant qu'il fallait modifier les ordonnances de 45 sur les jeunes. Et alors ça a été attelé. Et tous les hommes de gauche et toutes les femmes de gauche du Parti Socialiste m'ont dénoncé. J'ai tous les articles ici. En réalité, oui, elle a évolué, la gauche, sur ce point. Car elle a pris conscience qu'il y a, dans le sens de l'intérêt général, pour une fois. Mais attention, le ministère de la parole, toujours des mots, pas des réalités. Moi, je regarde les réalités. Je souhaite qu'il y ait une prise de conscience du problème des banlieues. Nous avons, quand c'était le gouvernement précédent, fait des efforts importants pour renforcer les effectifs de police dans les banlieues. Nous avons modifié les cycles de travail de la police pour la rendre plus efficace, et nous étions en train de modifier les ordonnances de 45, et je souhaite que la gauche continue. Alors, Madame Guégou. Oui, moi je crois que nous sommes sur des sujets graves. Et je pense que face à ces sujets graves, nous avons besoin davantage d'éclairer les Français que de procéder par incantation et par accusation. Alors, voyez-vous, Monsieur Debré, de la même façon que nous voulons lutter contre l'immigration irrégulière et contre le travail clandestin, je vous dis que la priorité du gouvernement, c'est de lutter en effet contre l'insécurité et en particulier contre la délinquance des jeunes, qui est un phénomène terriblement angoissant aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes de plus en plus jeunes qui commettent des actes de plus en plus graves. Alors vous dites, il faut modifier l'ordonnance de 1945. Moi je vous dis, est-ce que vous voulez supprimer les tribunaux pour enfants? Est-ce que vous voulez supprimer l'approche individuelle vis-à-vis des enfants? Est-ce que vous voulez qu'on mette des enfants de moins de 13 ans en prison? C'est ça que vous voulez, Monsieur Debré? Et moi je vous dis une chose. Et vous lui répondez. Je vous dis une chose. Non, je ne suis pas agressive, je vous donne mon point de vue. Vous voulez
en modifiant l'ordonnance de 1945, vous cédez à ce travers, qui est un travers bien français, qui consiste à se réfugier dans la modification des textes, alors que le problème, cette ordonnance qui date du général de Gaulle, qui a fondé des valeurs pour traiter les jeunes, notamment la primauté de l'éducatif, le problème c'est l'application. Alors moi je dis, il faut vis-à-vis des jeunes, une société qui ne dit pas la priorité est d'éduquer ces jeunes, de les remettre dans le droit chemin, je dis c'est une société qui fuit ses responsabilités. Et dire il suffit de modifier des textes, c'est un comportement de fuite. Alors, d'abord, j'ai pas un comportement de fuite, c'est pas ma nature. J'ai commencé ma carrière de magistrat comme magistrat pour enfants. Et j'ai été confronté dans des banlieues très difficiles, Nanterre et puis Évry, à ces problèmes de délinquance des jeunes. Je dis que simplement que les ordonnances de 45 ont été créées dans un certain contexte social qui est totalement différent. Les jeunes ont changé. Lorsque j'étais magistrat, quand j'ai commencé ma carrière, je m'occupais des gamins, mais ils avaient 17, 18 ans. Lorsque nous avions un gamin de 13 ans, c'était exceptionnel. On ne les avait jamais. Aujourd'hui, les magistrats pour enfants, les policiers spécialisés dans la délinquance des jeunes traitent des enfants de 12, 11 et voire 13 ans. Il y a un certain nombre de vols à main armée qui ont été commis l'année dernière, plus d'une dizaine, par des gamins de 12 ans. Par conséquent, il y a une évolution. Or, les ordonnances de 45 ne sont pas adaptées aujourd'hui à l'évolution de cette délinquance. Alors qu'il ne faut naturellement pas faire disparaître les juges pour enfants. Il faut leur donner plus de moyens. Il faut naturellement pas. C'est pas un problème législatif, ça. C'est pas un problème de modification de texte, c'est un problème pratique. Les juges pour enfants, ce n'est pas uniquement l'ordonnance de 45. Répondez à mes questions. Je réponds à la question. Bon, vous voulez pas supprimer les juges pour enfants. Très bien. Est-ce que vous voulez, mettre les enfants de moins de 13 ans en prison? Je veux qu'il y ait une sanction. Je veux qu'il y ait une sanction à l'égard des petits gamins qui commettent des délits. Car qu'est-ce que non, parce que l'ordonnance de 45, les ordonnances de 45, madame. Alors vous voulez donc modifier les ordonnances de 45 parce que pour les petits gamins de 11 ans, il n'y a pas de sanction. Mais enfin, madame. Je crois, les ordonnances de 45 fixent un cadre, elles fixent la primauté de l'éducatif. Et pour moi, voyez-vous, l'éducation, eh bien c'est à la fois l'écoute, c'est aussi la sanction et c'est aussi donner aux jeunes un projet. Alors, moi je dis, il ne doit pas y avoir un acte de délinquance, un acte d'incivilité commis par des enfants, en effet de plus en plus jeunes, qui ne reçoivent une sanction. Le problème c'est de déterminer quelle sanction. Alors ça peut aller, puisque nous développons ces mesures, ça peut aller d'une lettre d'excuse quand on a bousculé une vieille dame dans un autobus, ça peut aller à une réparation, quand on a brisé des vitres ou qu'on a vandalisé une classe. Moi je préfère voir un jeune comme ça qui arrive avec son professeur et qui dit je vais réparer. Ça veut dire il faut développer ces mesures que nous avons commencé à mettre en place, qui consistent à convoquer immédiatement le jeune avec ses parents, car il faut modification de 45. Il faut non, la loi le prévoit. La loi le prévoit actuellement. La loi le prévoit actuellement. D'ailleurs, les juges le font. Ils convoquent les procureurs, ils convoquent immédiatement les mineurs avec les parents et ils leur disent, ils leur font un rappel à la loi. D'ailleurs, ils établissent des amendes sur les parents, ce qui me paraît être excellent, et d'autre part, ils mettent souvent le mineur en face de la victime. Ces procédures de traitement, comme on dit, en temps réel, il faut les développer. Quant aux mineurs multirécidivistes, ceux qui se sont enquistés dans la délinquance, ceux-là, il faut un suivi personnalisé de ces jeunes, qu'ils aient un adulte de référence. C'est des jeunes qui accumulent des carences, qui n'ont jamais eu de parents qui leur disent ce qui est permis et ce qui est interdit. Et là, il faut un suivi personnalisé. C'est une question de moyens. Par conséquent, c'est pas une question pas dans la modification de la loi, mais il faut quand même sur ce point, sur ce point, il faut la modifier. Parce que quand vous avez un mineur, alors relisez-la. Laissons de côté la dimension juridique et justement on en vient à la justice. Alors en ce qui concerne la justice, Madame Guigou, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les 2 ou 3 priorités? Est-ce que c'est la détention préventive? Est-ce que c'est l'indépendance de la magistrature? Est-ce que c'est le secret de l'instruction? Les 2 ou 3 objectifs prioritaires que vous vous donnez avec la réforme de la justice, et M. Debré vous répondra.
Vite. Moi, ma priorité, c'est de répondre aux reproches que font les citoyens à la justice. Elle est trop lente, elle est trop compliquée, et en plus, on la soupçonne de ne pas juger de la même façon, selon qu'on est puissant ou misérable, comme disait justement La Fontaine. Répondre à ces trois questions, c'est d'abord faire en sorte de réduire l'encombrement. Quand je suis arrivée, moi, eh bien, il faut 4 ans dans certaines cours d'appel pour juger, par exemple, de certains conflits de licenciement. Il faut 2 ans dans certains tribunaux pour juger un divorce. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée? Eh bien, d'abord, j'ai un budget qui augmente 3 fois plus vite que le budget de la nation. J'ai d'autre part recruté plusieurs centaines de postes pour permettre justement de combler ces déficits. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin de mieux protéger les libertés et la présomption d'innocence. Je trouve inadmissible que l'on voit ces images de gens qui sont menottés et entravés, tenus en laisse comme des animaux, et quand mes lois, mes propositions de loi, mes projets de loi seront votés, ce type de choses ne sera plus possible. Enfin, je crois qu'il ne faut plus que l'on puisse permettre que la justice soit manipulée par le pouvoir politique. Quand mes lois auront été votées, on ne verra plus, Monsieur Debré, un officier de police judiciaire comme Monsieur Olivier Foll, ancien directeur de la police judiciaire, refuser son concours à un juge, il l'a fait avec le juge Alphen, et on ne verra plus un ministre, vous l'avez fait, couvrir cet officier qui a violé la loi. Voilà ce qu'on ne verra plus. On ne verra plus des épisodes rocambolesques comme d'aller chercher un procureur dans l'Himalaya avec un hélicoptère parce qu'on supposait qu'il était plus docile aux instructions du pouvoir pour camoufler et arrêter les dossiers. On ne verra plus M. Kleichmann donner des instructions. On ne verra plus cela. Et je voudrais vous dire une chose, Monsieur Debré. Je trouve extrêmement grave ce qui s'est passé avec l'affaire Foll. Parce qu'il s'agissait d'un directeur de votre ministère qui a violé la loi, que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a constaté qu'il a violé la loi et que vous, non seulement vous l'avez couvert, mais en plus vous avez accusé les magistrats. Je vous trouve extraordinaire car vous devriez, ça prend un peu de temps, lire le juriste classeur ou la Gazette du Palais. Et vous verrez comment les professeurs de droit et les juristes considèrent que la décision de la chambre d'accusation concernant M. Foll n'est pas l'expression du droit. Ah bon, ça a été confirmé par la Cour de cassation pourtant. Lisez les attendus, madame. Et la Cour de cassation sur le fond des objectifs, je pense que vous avez trop de travail et vous ne lisez pas les attendus. Quand on est ministre, on doit donner l'exemple et respecter les lois de la République. Eh bien, j'assume ce que j'ai fait avec M. Foll et j'assume la responsabilité. Je n'ai pas violé la loi et vous devriez relire la loi et vous devriez lire la loi. Monsieur Debré, vous modifieriez votre jugement, mais je pense que vous n'êtes pas très au courant de tous les textes juridiques sur les magistrats, sur la police judiciaire. Je voudrais simplement dire que je souhaite très profondément, et c'est le sens d'une proposition de loi que j'avais déposée il y a quelques années, mais qui n'a pas eu de succès, en ce qui concerne la présomption d'innocence, qui consiste simplement à étendre aux majeurs les dispositions qui sont pour les mineurs, puisque vous savez que lorsqu'un mineur est mis en examen ou convoqué par la police, la presse n'a pas le droit de divulguer son nom ni un élément caractéristique. Je crois qu'il faut étendre, c'est très simple, cette disposition aux majeurs et faire en sorte d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux adultes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voudrais qu'en France, on s'intéresse pas uniquement à la justice pénale. Il y a la justice civile, il y a la justice administrative. Je souhaite en France, vous avez commencé à le faire, mais on ne vous avait pas attendu, puisque les différents budgets précédents avaient commencé à se développer. Vous savez qu'aujourd'hui... On n'a pas recruté un greffier pendant 2 ans. Alors, ne me dites pas... Mais non, alors vous terminez parce qu'on arrive au bout de l'émission. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, on dépense 270 francs pour la justice, alors qu'en Grande-Bretagne, chaque Anglais dépense 490 francs. Vous savez aujourd'hui que votre budget est moins important que le budget des anciens combattants. J'ai beaucoup de respect pour les anciens combattants. Mais ne dites pas que c'est vous, madame. On avait commencé bien avant. Alors pas suffisamment. Mais je sais bien, madame Guigou est arrivée, tout va bien. On lutte contre l'immigration illégale, la justice n'est plus encombrée, tout va bien. Vous reconnaissez que nous luttons contre l'immigration illégale. Non, parce que vous n'avez toujours pas répondu à mes questions de départ, notamment sur la photo sur la sécurité sociale. Alors, on va en rester là. Je crois que c'est le ministère de la parole. Resteront sans réponse. On fera peut-être un débat. Je vous remercie. Un autre débat. Je vous remercie.
remercie tous les deux. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec François Léotard et Jean-Marie Le Pen. Dans un instant, envoyé spécial et demain soir, 20h, Béatrice Schoenberg. Bonsoir, merci. Bonsoir.